Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce colloque Santé-Environnement. Alors l'actualité est très chargée comme vous le savez puisque c'est cette semaine l'ouverture de la vaccination aux adultes situés entre 18 et 49 ans. C'est le début de Roland-Garros, vous pouvez profiter des terrasses au soleil, c'est même les 100 ans de la radio et pourtant vous êtes avec nous ce matin, donc on vous en remercie chaleureusement. Alors pour rappel, vous étiez nombreux il y a un peu plus d'un an au Conseil économique, social et environnemental. Pour la première édition d'un colloque Santé-Environnement, nous avions organisé avec Nathalie Jiménez et Béatrice Parence qui sont sur ce plateau avec moi. Bonjour mesdames. Bonjour. Nous avions réuni un peu plus de 300 personnes et nous avions traité de plusieurs sujets comme les impacts environnementaux sur la santé, les perturbateurs endocriniens, la pollution et la qualité de l'air et puis évidemment l'engagement de certaines entreprises sur ces sujets. Nous tenons cette ligne cette année donc pour cette deuxième édition, toujours sur ces sujets de santé environnementale. Alors, vous avez pu voir le programme. Nous sommes ensemble à peu près jusqu'à milieu d'après-midi. Comme d'habitude, en plateau télé, principe de questions-réponses auxquelles nous essaierons de prendre part, si le temps nous le permet bien sûr, et en fonction des questions. Vous serez peut-être moins nombreux en toute fin d'après-midi, donc j'en profite dès ce matin pour remercier nos partenaires, les laboratoires Stalergen, Pierre Fabre et AstraZeneca de nous avoir accompagnés, ainsi que tous les soutiens institutionnels qui nous restent fidèles depuis une quinzaine de mois. Encore merci. Évidemment, ce colloque il est organisé grâce à l'équipe de PR Édition, mais il est aussi organisé grâce à Nathalie Jiménez, consultante et présidente fondatrice du Be Concerned, et donc Béatrice Parence, avocate et professeure en droit à l'université Paris 8, et comme par hasard spécialisée sur ces sujets de santé environnementale. Évidemment, Nathalie, c'est une préoccupation de plus en plus forte, ces sujets de santé environnementale. Oui, bonjour à tous. Effectivement, ce qui nous motive à continuer ces informations sur ce plan national santé-environnement qui vient de sortir, c'est que les attentes des citoyens sur les questions de santé environnementale sont de plus en plus fortes. Sans doute parce que les expositions aussi sont de plus en plus connues. Il faut savoir que l'OMS estime que 23% des décès et 25% des pathologies chroniques aujourd'hui dans le monde peuvent être attribuées à des facteurs environnementaux et comportementaux tels que, bien évidemment, la qualité de l'air extérieur, intérieur, la qualité de l'eau, l'alimentation, les expositions aux produits chimiques, aux ondes, au bruit. Et l'Europe, il faut savoir que en Europe, la France est un des pays les plus actifs sur ces sujets. D'ailleurs, depuis 2004, elle a fait 3 plans nationaux avec des résultats aujourd'hui que l'on retrouve en introduction dans le plan national santé-environnement 4, que vous avez peut-être lu déjà, mais vous donner quelques repères par rapport à ça. Donc, des avancées notables. Par exemple, la réduction de 50 à 80% des émissions atmosphériques de substances dangereuses par l'industrie. L'interdiction, souvenez-vous, du bisphénol A dans les tickets de caisse, puisque vous le savez que ce perturbateur endocrinien, et maintenant on le sait, il est responsable de perturbations hormonales, avec derrière des conséquences sur certaines pathologies comme des troubles de la fertilité, les cancers hormonodépendants du sein, de la prostate, des testicules et des maladies chroniques aussi comme le diabète d'ailleurs. Des mesures aussi qui ont permis la mise en place de surveillance obligatoire notamment de la qualité de l'air à l'intérieur des crèches. Ça a quand même transformé aujourd'hui l'ambiance et la vie sanitaire des collégiens et des écoliers. Et puis, pour ceux qui vivent dans les campagnes, vous savez, les 7000 référents locaux qui ont été mis en place pour des actions de prévention concernant l'ambroisie dans l'ensemble du territoire. Enfin, l'interdiction de l'utilisation du perchloroéthylène dans les pressings. Donc, vous voyez, des mesures très concrètes qui ont conduit la mise en place de ces PNSE, du PNSE 1, 2 et 3. Et enfin, bien sûr, la recherche, parce que c'est un sujet majeur. Il faut soutenir la recherche en santé environnementale. Ce sont plus de 750 projets aujourd'hui qui sont accompagnés dans le cadre de ce plan. Donc, le PNSE 3 aussi, Béatrice a vu émerger la notion d'exposome, qui est quand même une notion qui a aujourd'hui transformé un petit peu les prises de conscience, en tous les cas sur le volet scientifique. Cette notion d'exposome, et je pense qu'on y reviendra dans la journée, nos invités en parleront, c'est vraiment, consiste à prendre en compte les sources de pollution et d'exposition susceptibles d'avoir un impact positif ou néfaste sur la santé des individus. Et c'est vrai, souvent, avec des nouveaux concepts, on arrive comme ça à faire avancer la science. Donc je pense qu'on y reviendra toute la journée. Donc voilà, un bilan plutôt positif de ces PNSE 1, 2, 3, même si évidemment de l'avis même des experts, et je pense que certains nous le diront, on pourra toujours aller plus loin et encore plus loin. Donc aujourd'hui, quelles sont les ambitions de ce
PNSE 4, hein, ça va être l'objet de toute la journée. Tu vas nous en dire quelques mots. Et puis, je crois que ce PNSE 4 avait fait d'ailleurs l'objet aussi d'une consultation publique, je pense, en fin d'année de 2020, de 26 octobre à fin décembre. Donc, quelles sont ses ambitions, Béatrice, du PNSE 4 ? Bonjour à tous. Alors, effectivement, le PNSE 4 doit relever un sacré challenge, un sacré défi. Parce que si le pouvoir politique s'est beaucoup engagé sur ces sujets de santé environnementale qui sont absolument majeurs, c'est reconnu aujourd'hui à l'échelle européenne bien entendu et puis à l'échelle française, tu as bien fait de souligner que la France est quand même un des pays les plus engagés sur ce sujet, on s'était quand même beaucoup interrogé sur l'effectivité des plans antérieurs. On avait eu un rapport des inspections générales il y a un an et demi qui avait souligné que le PNSE 3 manquait peut-être d'effectivité et ces sujets de santé environnementale doivent descendre jusque dans la société, jusqu'aux citoyens. L'importance de ces sujets a justifié 2 missions parlementaires qui se sont tenues l'année dernière. Donc, d'un côté, au Sénat, le sénateur Bernard Jomier et la sénatrice Florence Lassarade ont mené une mission d'information sur les questions de santé environnementale de manière générale, donc les mesures qui doivent être adoptées, mais aussi la gouvernance de ces sujets. Cette mission a donné lieu à un rapport qui a été publié en mars 2021. Nous avons la grande chance d'accueillir ce soir le sénateur Bernard Jomier pour conclure cette journée. Et puis du côté de l'Assemblée nationale, une mission d'information, là présidée par Elisabeth Toutu-Picard, qui est députée de la Haute-Garonne, mais qui est aussi, surtout, présidente du groupe Santé-Environnement, ce groupe qui est rattaché au ministère de la Santé et au ministère de l'Écologie et qui prend en charge, d'une certaine manière, le suivi des PNSE. Et nous avons la grande chance encore d'accueillir Elisabeth Toutu-Picard qui participera à la première table ronde. Donc, un PNSE 4 qui doit relever ce challenge de l'effectivité, entrer dans tous les forums de discussion et venir être mis en œuvre par tous les acteurs, être porté par tous les acteurs, qu'il s'agisse des acteurs institutionnels, ils sont absolument majeurs sur ces sujets. Nous aurons avec nous Guillaume Boulanger de Santé publique France, mais aussi bien sûr les acteurs de l'industrie. Dominique Piezardi participera à la première table ronde. Les acteurs de la société civile, les ONG, Elisabeth Ruffinengo sera là aussi pour porter la voix de son association. Et les citoyens. Il est absolument nécessaire que le PNSE 4 parvienne à être saisi par les citoyens. Un PNSE qui est resserré, construit autour de 4 axes et resserré autour de 20 actions, alors que sur le PNSE 3, par exemple, il y avait un peu plus d'une centaine d'actions, ce qui permettait de le diluer. Donc, un sacré challenge. Nous, notre premier challenge, lors de la première table ronde, ça sera d'essayer de s'approprier ce PNSE 4, comprendre ses principaux axes, ses principales mesures. Et donc, je vous donne rendez-vous immédiatement pour cette première table ronde. Merci beaucoup. Tout à fait. Et justement, c'est parce que nous avions souhaité que, effectivement, c'était une réponse collective que nous avons appelé ce colloque des paroles aux actes, parce que c'est toute on va dire l'ambition de ce PNSE. Exactement. Véritablement. Exactement. Voilà. Rentrer dans la vie réelle.
Merci de nous rejoindre pour cette première table ronde sur la thématique « S'approprier le PNSE 4 entre risques et opportunités ». Il nous est apparu essentiel dans la construction de cette table ronde de croiser les points de vue, puisque l'objet de ce PNSE 4, c'est d'être saisi par l'ensemble des acteurs. Le point de vue politique, et nous avons la grande chance d'avoir Elisabeth Toutu-Picard, donc députée de la Haute-Garonne, mais aussi présidente du groupe Santé Environnement qui est parmi nous. Merci beaucoup, nous vous remercions vraiment chaleureusement d'être présente parmi nous. Merci pour votre invitation. Le point de vue des agences, parce qu'il est absolument essentiel, nous avons, et ça c'est peut-être une grande chance aussi de la France d'avoir des agences d'expertise absolument remarquables. Chacun connaît Santé publique France, l'ANSES. Guillaume Boulanger viendra nous présenter le point de vue de Santé publique France. Merci beaucoup Guillaume, mais vous avez appartenu à l'ANSES très récemment, donc vous croisez ces deux points de vue. Bonjour. Le point de vue des ONG qui est absolument essentiel aussi. Elisabeth Rufinago est parmi nous au titre de WECF. Merci beaucoup Elisabeth de venir porter cette parole de votre association qui s'attache particulièrement à la défense des femmes et de la santé périnatale. Et puis le point de vue de l'industrie. Le point de vue de l'industrie qui est aussi absolument essentiel parce que si nous faisons cette manifestation, c'est parce que notre volonté, c'est que l'industrie s'engage ardemment sur ces sujets qui sont si majeurs. Et donc Dominique Piezardi, PDG de Laboratoire Stellaire Jeanne Greer, merci beaucoup d'être parmi nous pour venir nous expliquer ce que vous faites. Merci. Je cède sans tarder la parole à Elisabeth Toutu-Picard qui va nous présenter les ambitions du PNSE 4. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à ce colloque. Comme ça a été dit, effectivement, je viens au titre non seulement de députée de la Haute-Garonne, mais également de présidente du groupe Santé Environnement. Je vais vous parler un petit peu de ce que fait le groupe Santé Environnement. Et effectivement, un petit peu porte-parole volontaire du PNSE 4, puisque le PNSE 4 a été construit en grande partie à partir des travaux de réflexion des groupes de travail du GSE que j'ai l'honneur de présider. Alors, pour accompagner ma présentation, j'ai souhaité avoir un support visuel avec ce diaporama. Si vous voulez bien, je vais faire défiler quelques diapos pour présenter en fait les grandes lignes de la situation. Alors, donc, on va commencer par la commission d'enquête qui a eu lieu, la commission d'enquête parlementaire qui a eu lieu fin 2020 et que j'ai eu l'honneur de présider et qui avait pour objectif d'établir un bilan justement sur les politiques publiques de santé-environnement. Première diapo. Ah. Est-ce que la... Ah, super. Voilà, première partie. Ça marche. C'est bon. Oui, c'est bien. Alors, 2 mots sur cette commission d'enquête. Donc, cette commission d'enquête était composée d'une trentaine de députés. Elle a été lancée le 15 juin 2020 à la suite du dépôt de ce qu'on appelle une proposition de résolution en commission des affaires sociales et c'était un droit de tirage qui avait été actionné par le groupe parlementaire Liberté et Territoire. Cette commission, en fait, a commencé en septembre 2020 et le rapport définitif a été présenté en janvier 2021. Ces travaux ont concerné en fait essentiellement la gouvernance par les ministères et les collectivités territoriales, l'importance des données, les incertitudes de la science et la définition des seuils de toxicologie, les engagements de la société civile et cette meilleure prise en compte du concept une seule santé. Nous avons auditionné 64 personnes. Quand on dit 64 personnes, il y a parfois des groupes de personnes auditionnées qui arrivaient à 2 ou 3 personnes. Mais en fait, bon, disons 64 participants, parties prenantes. Et ça, la commission d'enquête a duré pendant une douzaine de semaines. Elle aboutit donc à la production d'un rapport de commission, un double rapport, je dirais, la partie présentée par la rapporteure et puis une autre partie que j'ai rédigée par moi-même et qui a abouti, dans lequel j'ai présenté une soixantaine de propositions. Quelle est la première conclusion qu'on peut tirer de cette commission d'enquête ?
Ces auditions ont révélé un sentiment, je dirais, d'impuissance collective face à des enjeux qui sont encore mal connus et sur lesquels la science tâtonne encore. Mais la France est quand même le seul pays d'Europe à avoir structuré une politique publique de santé environnementale. Donc c'est quand même, il y a une volonté politique qui est affichée. Toute la difficulté, c'est de faire en sorte qu'il y ait un contenu qui soit réellement défini et puis surtout que l'on sorte de l'incantatoire. C'est vrai que sur les PNSE précédents, là nous allons en parler, je vais en parler, le PNSE 4, c'est la 4e version. Les PNSE précédents étaient tous très ambitieux, mais en fait, beaucoup leur reproché le caractère assez incantatoire. Sur le papier, c'est vrai que c'était intéressant, il n'y avait rien à redire. Mais en fait, il y a eu de nombreuses actions qui ont été quand même portées par les PNSE différentes. Tout n'est pas à critiquer, bien sûr. Mais effectivement, la conclusion générale, c'est qu'on était mal organisé et qu'il fallait passer à une échelle différente et surtout avoir une dynamique différente. Ce qui est ressorti aussi de la commission d'enquête, c'est que elle était portée par le travail donc du groupe Santé et Environnement, qui est une très belle, on va dire, une très belle machinerie intellectuelle et participative. Mais souvent, ce qui a été relevé, c'est qu'il y avait un écart entre la production et les propositions portées par les groupes de travail du GSE et ce qui ressortait après la moulinette des administrations, des cabinets ministériels et surtout l'arbitrage final par Matignon. Et donc une certaine frustration et une volonté d'aller en avant. Mais toujours à souligner, nous avons quand même la chance en France d'avoir ce PNSE. À nous d'essayer de nous l'approprier, nous, c'est-à-dire tous les acteurs, toutes les parties prenantes, que ce soit les membres du GSE, mais également les associations, les agences, pour essayer de lui donner une dimension supplémentaire. Alors, j'espère que ça va un peu marcher. Voilà. Alors, bon, toujours dans le cadre de la commission d'enquête. À noter quand même quelque chose de très intéressant qui s'est passé au niveau du Parlement dans sa globalité. Le Parlement, vous savez, il y a deux chambres, il y a l'Assemblée nationale et il y a le Sénat. Là, je suis en train de vous présenter les conclusions du travail de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Il faut savoir qu'en parallèle, le Sénat, lui aussi, s'est approprié le sujet et, en parallèle à la commission d'enquête de l'Assemblée, a mené sa propre mission. Le rapport est sorti après le rapport de l'Assemblée nationale. Et je dois dire que les conclusions correspondent complètement à celles auxquelles la commission d'enquête est arrivée, c'est-à-dire en gros les 5 thématiques structurantes que je vais vous présenter maintenant. Alors ce que je vous présente là, ce sont mes propres propositions de présidente. Il y a les propositions qui ont été présentées par la rapporteure. Elle a fait une vingtaine de propositions. Heureusement, nous arrivons aux mêmes conclusions. Moi, je suis allée un petit peu plus loin parce que j'avais la chance de connaître le sujet de longue date en étant présidente du GSE. Et donc voilà les 5 grandes thématiques que je vous propose d'examiner avec vous. Donc, la première thématique, c'est la problématique de la gouvernance. Comme je viens de le dire, on a la chance d'avoir ce PNSE, mais le souci est d'avoir ce GSE à côté, ce groupe santé-environnement. Le souci, c'est que tout ce qui est apparu au cours des auditions, c'est que nous avions une force de frappe extrêmement intéressante, des bonnes volontés, des envies, des dynamiques, mais que nous étions fort mal organisés et qu'il y avait vraiment un gros problème de gouvernance. Parce que le GSE a encore un statut d'instance tout à fait officieuse. Et les parties prenantes, les 150 parties prenantes, travaillent de façon parfaitement bénévole. Il y a une force de frappe intellectuelle vraiment notable. Et le souci, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'on porte comme puissance intellectuelle et force de proposition et ce qui est ressorti dans les PNSE précédents. Donc la première des propositions, c'est mieux s'organiser à Paris, au niveau national, et sur les territoires, parce que la santé environnementale, on ne peut pas faire de la santé environnementale sans la collaboration des territoires, puisque les collectivités, de façon générale,
plus particulièrement les maires, sont en première ligne pour porter de la santé environnementale. On a vu d'ailleurs avec la Covid, ils ont été en première ligne et parfois désarmés, ne sachant pas très bien comment gérer la crise. Donc, problématique de gouvernance. Moi, ce que j'ai proposé, c'est la création d'un poste de délégué interministériel, puisqu'on sait que la question de la santé et environnement touche différents partenaires. Il n'y a pas que le ministère de la Santé et le ministère de la Transition écologique qui sont directement concernés par cette thématique. Il y a le ministère de l'Agriculture, toutes les questions sur les problématiques de phyto, le ministère de la Recherche, le ministère de l'Éducation nationale pour tout ce qui relève de la formation, et bien sûr on a Bercy derrière qui est le grand financeur de toutes ces opérations. Donc moi j'ai proposé qu'il y ait un poste de délégué interministériel placé le plus haut possible dans la hiérarchie politique. Et sortir ainsi peut-être de ces logiques de silos qui, malheureusement, animent parfois les ministères. C'est ce que j'allais dire. Le premier constat que j'ai fait quand j'ai pris cette présidence du GSE, donc en cours de route, c'était à la fin du PNSE 3, j'ai dénombré 36 plans sectoriels qui, de près ou de loin, touchaient à la santé-environnement. 36. Et chacun vit sa vie de son côté. Donc, il y a une nécessité, effectivement, de coordonner tous ces plans sectoriels qui chacun, dans son côté, travaille bien. Mais il y a des redondances, il y a des trous dans la raquette. Donc, il faut là aussi qu'on s'organise d'une façon beaucoup plus coordonnée et donner de la cohérence, notamment dans le cadre de cette définition, en fait, ce concept qui maintenant est considéré comme le cadre général, qui est le concept de One Health, c'est-à-dire une seule santé, qu'il y a une connexion entre la santé des humains, la santé du monde animal et la santé des écosystèmes, et que nous sommes en interdépendance en permanence, et que notre santé dépend en fait de la santé de tout ce qui nous entoure. Et donc c'est un des points essentiels sur lesquels j'ai voulu insister. Puis au niveau des territoires, il faut aussi qu'on puisse déléguer et qu'il y ait des règles du jeu beaucoup plus claires pour savoir qui fait quoi aussi au niveau des territoires. Ensuite, je passe très vite, mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Les données, une grosse problématique autour des données, les informations. Comment construire une politique publique si on ne sait pas de quoi on parle, de quoi on parle et d'où l'on part. Donc, problématique des données. Dans le secteur de la santé, nous avons une masse d'informations, notamment épidémiologiques. Et du côté de l'environnement aussi, nous en avons, et au niveau des écosystèmes. Le souci, c'est que dans chacun de ces registres, là aussi, on manque d'organisation. La santé, l'épidémiologie au démarrage n'était pas faite pour s'intéresser aux questions de santé et environnement. C'était vraiment des données essentiellement d'ailleurs à caractère, à objectif budgétaire. Moi qui suis une ancienne directrice d'hôpital, je sais qu'en fait les données que l'on avait dans les hôpitaux servaient surtout à définir les enveloppes budgétaires des établissements hospitaliers. Et du côté de l'environnement, c'est pareil, l'agence de l'eau a ses informations, les DREAL ont leurs informations. Et il faut mettre de l'ordre et surtout arriver à coordonner et à faire se superposer pour arriver à trouver et surtout à surveiller les points d'émergence de problématiques, notamment épidémiques. Donc, grosse problématique des données, mais je crois que le représentant de Santé publique France va en parler, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il faut réellement qu'on arrive à s'organiser sur les données, et je pense que ça y est, la dynamique là aussi est lancée. Ensuite, toutes les problématiques, je dirais, côté science et organisation, là aussi, de la science. Qu'est-ce que l'on veut faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut créer comme entourage, environnement qui soit sécurisant pour la santé de la population? Il faut que l'on puisse passer d'une santé de type pasteurien à une santé qui mette l'hygiène chimique en priorité, et que l'on fasse coordonner le principe de précaution, se rapprocher le principe de précaution et ce principe de sobriété chimique. Nous sommes envahis par la chimie, entourés par la chimie. La chimie est nécessaire, elle est efficace, notamment dans le domaine des traitements médicaux, mais il faut qu'on arrive à la contrôler. Et pour le moment, on est un petit peu dans la situation des apprentis sorciers qui ont démultiplié les sources d'exposition dangereuses pour la santé de tout le monde. Donc là aussi, il y a du travail à faire. Ensuite, la problématique de la formation. Si les professionnels de santé ne sont pas formés à ces questions-là,
il est très difficile d'organiser une prise en charge sanitaire de qualité. Alors quand je parle de formation, je parle bien sûr des professionnels de santé, mais de tous ceux qui, de près ou de loin, interviennent aussi dans la gestion de cette thématique, les élus locaux, mais également les aménageurs des territoires, les architectes, les constructeurs de bâtiments. Et surtout, et ça c'est en train de se confirmer, les vétérinaires, le monde animal et tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent intervenir sur la santé environnement. Et puis la formation aussi du public. Et l'information, on y reviendra dans le cadre du PNSE 4. Vous voyez que les problèmes, on n'en manque pas, les sources de travail aussi et de réflexion. Donc dans cette masse d'informations, j'ai essayé de définir qu'est-ce qui me paraissait être les risques les plus urgents. Parce que le problème de la santé-environnement, c'est qu'on ne sait pas très bien toujours par quel bout le prendre. C'est une problématique systémique. Comme je disais, santé humaine égale santé des animaux, égale santé des écosystèmes. Donc, par quel bout on s'y prend? Donc, avant de lancer toute l'organisation que le PNSE 4 a l'ambition de porter, moi, j'ai essayé de voir quels étaient les sujets qui me paraissaient les plus urgents. D'abord, protéger les générations à venir. Et surtout essayer de voir comment on pourrait les protéger contre les expositions aux perturbateurs endocriniens, qui est pour moi un des sujets essentiels sur lesquels il faut que nous travaillions tous ensemble. Et là, je laisserai Santé publique France présenter le site Agir pour bébé, puisqu'on sait que c'est pendant les 1000 premiers jours de la vie que tout se joue, en fait, que la santé de l'adulte se construit, de la conception à 6 Sans doute qu'Elisabeth Ruffinengo y reviendra aussi, parce que c'est un sujet qui est porté par leur association. Porte cette association, et une des thématiques, mais la plus forte. Ensuite, le Toxiscore. Le Toxiscore, je suis heureuse de voir que le PNSE 4 a repris cette idée, c'est-à-dire donner de l'information au consommateur pour savoir qu'est-ce qu'il achète en achetant des produits quotidiens, et notamment les produits ménagers. Ensuite, tout ce qui est améliorer la recherche autour des alternatives aux phytopharmaceutiques, on peut faire évoluer. Le tout, c'est de trouver des produits de substitution. La problématique de la qualité de l'air intérieur et extérieur, parce que ça, c'est une des urgences, on va dire. Ensuite, tout ce qui est de l'ordre de... Moi, je suis une hospitalière, donc je suis très sensible au rôle que peuvent jouer les hôpitaux au sein du dispositif de protection de la population. Et je pense qu'ils ont un rôle essentiel à jouer. Voilà pour ce qui est de la commission... Alors, la commission peut-être sur le PNSE 4. Rapidement peut-être pour le PNSE 4, qu'ensuite si la diapo veut s'afficher. J'ai du mal à contrôler la machine. Alors, le PNSE 4, vous pouvez le trouver, je parle pour tous nos interlocuteurs, sur le site du ministère de l'Écologie, du ministère de la Santé. Il se présente ainsi. Et vous avez aussi une petite synthèse pour ceux qui ont envie d'en prendre connaissance un peu plus rapidement. Bon, je vous laisse découvrir les deux positionnements et jugements des ministres porteurs, en fait, des références du plan national santé-environnement que sont Barbara Pompili pour la transition écologique et Olivier Véran sur le domaine de la santé. Bon, effectivement, ils se positionnent, mais surtout, ils disent qu'ils apportent leur soutien complet au PNSE 4. Et effectivement, ce portage politique, qui est l'expression d'une volonté politique, est essentiel pour le devenir de ce PNSE 4. Ensuite, diapo suivante. Alors, ça n'a pas encore si encore elle veut bien venir. Voilà. Alors, sur le PNSE 4, donc, une des critiques qui avait été faite au PNSE précédent, c'est qu'ils avaient les yeux plus gros que le ventre, excusez-moi cette expression un peu infantile, mais qui était très... Bien sûr. Voilà, c'était exactement ça. On additionnait en fait les objectifs et on n'arrivait absolument pas à les atteindre. Ça a laissé espérer beaucoup de choses et donc ça a créé beaucoup de frustration aussi. Et puis, le bilan était
en deçà des ambitions affichées. Donc, pour le PNSE 4, on a décidé de se concentrer sur 4 objectifs pour les 5 années à venir, qui sont, alors, le premier objectif, c'est celui de la formation et l'information. Oui, ça s'appelle s'informer, se former, informer sur l'état de notre environnement et les bons gestes à adopter pour la santé et les écosystèmes. Donc, je ne vais pas développer parce que je pense que mon crédit de temps est passé. Un petit peu. Voilà. L'axe 2, c'est mieux connaître les expositions. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, et les effets de l'environnement sur la santé des populations et des écosystèmes. Donc, c'est tout le domaine de la recherche. L'axe 3, c'est réduire ces expositions environnementales qui affectent la santé humaine et celle des écosystèmes, et ça sur la totalité du territoire. Et enfin, démultiplier les actions concrètes qui sont menées par les collectivités dans les territoires. Moi, j'ai vraiment été très insistante pour qu'on associe le plus possible les acteurs des territoires. Il ne faut pas que l'information et le pouvoir de décision soient trop localisés. Et vous avez raison de le souligner, cette crise sanitaire a montré comment le déploiement local des crises était absolument majeur, et on a vu qu'il y avait encore d'énormes progrès à faire. Donc on se réjouit effectivement que ce soit un des axes entiers du PNSE 4 que de prévoir de porter l'action au niveau des territoires. Oui, je suis une ancienne élue du terrain. J'ai été adjointe au maire d'une grande ville. Et j'ai vu combien il était parfois difficile de s'y retrouver et de savoir par quel bout s'y prendre pour construire des politiques. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante, s'il vous plaît? Et donc le dernier axe, l'axe 4, c'est mieux connaître les expositions et les effets sur la santé des populations et les écosystèmes. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Et puis là, vous avez quelques exemples de recommandations. Il y a dans le PNSE 4, un recours très soutenu à tout ce qui est numérique pour porter les actions publiques. Le Toxiscore dont je vous ai parlé, là aussi des supports numériques pour identifier la présence de substances chimiques dangereuses dans les produits du quotidien. Le Toxiscore, c'est pour améliorer la lisibilité de l'étiquetage des produits ménagers, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Tout ce qui est mobilisation du monde de la profession vétérinaire autour des risques associés sur le recours aux biocides pour les animaux de compagnie. J'ai aussi mis en évidence qu'il y avait de l'argent à la clé, parce que c'était aussi une des grandes critiques que nous en avions faites au PNSE précédent. Une enveloppe de 90 millions d'euros pour financer des programmes de recherche scientifique. Donc ça, c'est une mobilisation de masse financière importante. L'interdiction des lumières bleues les plus dangereuses dans les jouets des enfants. La ministre Pompili en a beaucoup parlé. Le développement un espace commun de partage des données environnementales, en open data, et puis renforcer la surveillance de la santé animale dans les territoires pour prévenir justement des futures épidémies auxquelles je crains malheureusement que nous soyons confrontés après la Covid. Voilà. Merci beaucoup Elisabeth d'avoir dressé ce cadre et surtout de nous avoir présenté le PNSE 4 en le mettant en perspective avec les attentes qui étaient fortes du fait des quelques imperfections des plans précédents. Guillaume Boulanger, merci beaucoup d'être parmi nous. Donc vous avez rejoint Santé publique France depuis 1 an, mais ça faisait 15 ans que vous étiez à l'ANSES, donc au sein d'une unité en charge des risques liés à l'air. Et là, au sein de Santé publique France, vous êtes responsable de l'unité qualité des milieux de vie et santé des populations. Merci beaucoup d'être parmi nous et de venir présenter le point de vue des agences d'expertise, car ces agences sont extrêmement importantes dans la mise en œuvre du PNSE 4. Elles sont fortement associées, elles ont été fortement associées évidemment à son élaboration. Dans le GSE, il y a de très nombreux membres de l'ANSES, de Santé publique France, mais elles vont être aussi extrêmement associées à son déploiement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce point de vue-là, Guillaume? Merci beaucoup. Merci. Tout d'abord, vous remercier pour cette invitation. Et puis, je crois que Madame Toutou-Picard a tout dit. Non, je vais axer mon propos sur peut-être 2 points. Le rôle d'une agence de santé publique, notamment la mienne. Et puis, finalement,
le rôle des établissements et des entreprises de santé, parce qu'on est là pour discuter notamment de l'importance et de la mobilisation de ces entreprises pour le PNSE 4. Donc peut-être rappeler 2 chiffres, hein, comme ça a été dit, le plan a été donc lancé par à la fois donc Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Olivier Véran pour la santé, donc en mai dernier. Il y a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que plus de 15% des décès en Europe sont liés à des facteurs environnementaux et comportementaux. Donc voilà, en termes de fardeau, c'est aussi un éclairage pour le décideur public. Et Santé publique France a récemment publié, en mai dernier, une actualisation du fardeau lié à la pollution de l'air. Elle l'avait fait en 2016. Et là, on estime toujours que chaque année, 40 000 décès sont liés à la pollution de l'air. Donc ça, c'est des chiffres qui parlent. On se met à parler du coût de l'inaction parce qu'on prend conscience que ne pas agir, ça génère des coûts énormes. Exactement. Et c'est puisque on établit des chiffres en termes de fardeau, mais aussi l'idée, c'est après de voir les actions qui sont mises en place. Finalement, quel est le gain, quel est le bénéfice sanitaire. Et on s'associe aussi avec des économistes pour les monétariser. Donc ça, c'est à la fois pour faire des retours d'expérience, des évaluations, mais aussi pour mobiliser les décideurs publics notamment et tous les acteurs sur ce plan-là. Alors en termes d'implication, vous l'avez très bien dit, Santé publique France est impliquée dans l'élaboration du plan depuis la genèse jusqu'à la transition, jusqu'au plan suivant. Et ça passe par l'élaboration, une participation aux instances de consultation, aux instances d'élaboration, et surtout au déploiement du plan, puisque un certain nombre d'actions nous sont destinées. Et ça a été dit aussi, c'est assez rare pour être noté, c'est assez structurant pour l'action au niveau national, mais aussi pour une agence de santé publique. Après, ce qui est parfois difficile, c'est la multiplication des plans, puisque Santé publique France est là pour articuler le plan national santé-environnement, le plan santé-travail, le plan cancer. Je ne vais pas tous les énumérer, puisque ça a été indiqué, il y a une profusion de plans. Donc la question, c'est de la cohérence et de l'articulation autour de ces plans-là. Alors il se trouve que le plan national santé-environnement rejoint un certain nombre d'objectifs qui ont été notifiés par notre direction générale, qui sont stratégiques pour les années à venir. Et il y a 6 objectifs qui ont été donc priorisés. Alors je vais les énumérer, mais très rapidement. Donc l'anticipation, préparation et réponse aux menaces de santé publique. Je crois que c'est un sujet d'actualité. Malheureusement. Le numérique et santé. Donc on recoupe bien aussi avec des préconisations qui ont été faites par le plan. La santé, environnement, santé, travail et changement climatique, puisque c'est aussi une action majeure de notre agence pour les années à venir en termes d'adaptation et d'atténuation liées au changement climatique. La stratégie de prévention, marketing social et approche par population. Donc ça rejoint aussi les idées de toucher quelle cible, quel territoire. On peut faire des expertises, des rapports hors sol, mais l'idée, c'est d'avoir l'adhésion et la participation des acteurs. Et donc, on voit bien le mois sans tabac, par exemple, qui est une action très forte de Santé publique France et qui a donné des résultats. Les 2 derniers points, c'est inégalité sociale et vulnérabilité territoriale, donc notamment certaines populations sensibles comme les enfants. Et le dernier, c'est fardeau des maladies et leurs déterminants. Et là aussi, on rejoint une action très forte du PNSE qui demande à Santé publique France d'évaluer et de quantifier le poids lié aux facteurs environnementaux qui ont un impact tout au long de la vie. Et donc ça, c'est pareil, ça permet à la fois de voir où sont les enjeux, quels sont les facteurs les plus importants, et ça permet aussi d'appuyer les décideurs au niveau national, au niveau local, puisqu'il y a des déclinaisons au niveau local, sur où sont les priorités. Donc voilà pour Santé publique France. Pour les entreprises de santé, j'ai identifié alors très rapidement 5 points dans le PNSE qui me semblaient importants et sur lesquels, finalement, les entreprises de santé pouvaient avoir un rôle actif. Moi, je considère effectivement que les entreprises de santé sont des acteurs de santé publique. Bien sûr. À part entière, dans un panorama ou dans une palette d'acteurs beaucoup plus large, mais ils ont un rôle à jouer. Et c'est une volonté qu'on sent monter de plus en plus chez ces acteurs-là, ce qui est tout à fait rassurant. Exactement, et donc on est là aussi pour les encourager, les mobiliser. Et puis c'est une entreprise quand même particulière dans l'économie. C'est un moteur d'exemplarité, en fait. Donc moi, je crois qu'il y a un vrai rôle à jouer pour ces entreprises de santé, et ça a été dit, mais peut-être insister sur le fait qu'il y a une tendance, en tout cas une action très forte sur le numérique et l'information.
donc donner en fait aux citoyens une information sur son environnement immédiat. Là, à mon avis, où les entreprises de santé ont un rôle à jouer, c'est aussi sur participer à cette action-là, mais aussi sur les messages de prévention. On voit bien qu'il y a aussi cette thématique-là et cette dynamique-là autour des entreprises de santé. Le second point, c'est approfondir les connaissances des professionnels de santé, puisqu'on a un cursus assez classique, universitaire ou en formation continue, qui est plutôt basé sur la clinique. Mais effectivement, on parle là de prévention et donc d'encourager cette information-là. Et donc ça se passe, à mon avis, au niveau donc, universitaire, mais aussi dans la formation, et les établissements de santé ont aussi un rôle à jouer dans ce sens-là. Le troisième, ça a été dit, c'est un des seuls chiffres qu'il y a dans ce plan, c'est l'enveloppe budgétaire consacrée à la recherche. 90 millions d'euros sur 2 axes. Le premier, c'est connaître les impacts de l'environnement tout au long de la vie. Et le deuxième, c'est sur notamment les émergences et le lien très fort entre santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes. Je voudrais vraiment insister sur ce point avec 2 concepts qui ont été évoqués par Madame Tautu-Picard. Le premier, c'est de One Health, une santé. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment une transition qui d'ailleurs nous bouscule à Santé publique France, mais qui bouscule tous les acteurs sur comment décloisonner, et ça sera le cas à mon avis pour la recherche ou pour les entreprises de santé, comment décloisonner les acteurs en termes de santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes. On voit qu'il y a un continuum et qu'aujourd'hui, on ne peut pas le mettre de côté. Il va falloir finalement se restructurer parfois, en tout cas évoluer pour enclencher d'autres partenariats et d'autres collaborations. Et on disait tout à l'heure qu'il fallait sortir au niveau des ministères des logiques de silos et au niveau des plans des logiques de silos, mais c'est vrai à peu près dans tous les acteurs, et moi je vois du point de vue universitaire comment parfois il est difficile de se parler entre disciplines différentes, donc décloisonner c'est un thème majeur, mais parfois c'est difficile à être mis en œuvre. Ah oui, il n'a pas dit que c'était simple. C'est effectivement changer de culture. Exactement. C'est vraiment culture intellectuelle. Un conditionnement en fait. Bien sûr. Et le deuxième point, c'est l'exposome, donc finalement l'exposition tout au long de la vie à des facteurs environnementaux. Et là, on voit beaucoup qui concernent l'industrie, notamment et les entreprises de santé, mais on parle de génomique, métabolomique, enfin voilà, il y a beaucoup de recherches sur ce plan-là qu'il va falloir aussi consolider et déployer. C'est vrai que cette notion d'exposome, elle a rejoint la loi, puisqu'on l'a inscrite par une loi de 2016 dans le Code de santé publique. Mais pour l'instant, on se demande encore quelle est son effectivité et comment est-ce qu'on peut véritablement se l'approprier et la mettre en œuvre dans des mesures plus concrètes. Oui, c'est vrai, alors on est vraiment au stade beaucoup de recherche de ce concept-là. Mais néanmoins, on voit qu'on avance d'ores et déjà sur des résultats où on essaye de croiser les facteurs environnementaux. À Santé publique France, on essaye de le faire, par exemple, en croisant des impacts qui sont liés au bruit, à la pollution de l'air, ou aux îlots de chaleur urbains, en question, avec derrière la question du changement climatique. Donc voilà, c'est des nouvelles méthodologies aussi, c'est des nouvelles cultures. Mais finalement, on n'a pas le choix. Tout individu et la population n'est pas exposé en silo ou individuellement à un facteur. Donc, en pratique, ça avance, mais effectivement, ça met du temps à se construire. Et pour le coup, c'est un constat qui est partagé au niveau national, européen et international. Les 2 derniers points très rapidement, les bases de données et finalement l'open data, je vais y revenir un peu plus après, donc je ne vais pas développer ce point-là. Et le dernier point qui me semble important, ça a été évoqué pour les entreprises de santé, c'est que ce plan, il fait le lien notamment avec d'autres feuilles de route interministérielles ou d'autres plans. Et je pense principalement, notamment, à la feuille de route interministérielle pour l'antibiorésistance, où là, les entreprises de santé ont aussi un rôle à jouer sur ce plan-là. Voilà, de manière assez synthétique. L'OMS est très inquiète sur la question de l'antibiorésistance et beaucoup de travaux portent sur ce sujet qui effectivement doit être absolument mis en perspective avec ces sujets de santé environnementale. Complètement, c'est une projection, il y a des projections assez effectivement alarmantes. Alors, il faut redresser les choses. Les agences de santé publique s'engagent, mais c'est une problématique, alors du coup, de long terme et chronique. C'est ça qui n'est pas visible et instantané et immédiat. Donc, effectivement, il faut s'engager en profondeur et sur le long terme sur cette problématique. Alors, Elisabeth Ruffin, merci beaucoup Guillaume.
Elisabeth Ruffiningo, merci beaucoup d'être parmi nous. Et c'est comme si vous étiez... Oui, bonjour. Elisabeth, vous êtes la représentante française de l'ONG WECF. Cette branche française, je crois, a été créée en 2008, donc assez récemment. Quels sont les sujets que vous portez et comment est-ce que ces sujets sont en lien avec le PNSE 4 qui nous anime aujourd'hui ? Alors nous, c'est vrai, donc WECF France a été créé en 2008, ensuite le réseau européen international existe depuis 1995, donc nous avons quand même une antériorité et il s'est déjà engagé à travailler sur des sujets tels que le règlement REACH notamment et d'autres thématiques de santé environnementale. Donc nous, WECF, c'est notre idée en fait en France, c'est de construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable. C'est très ambitieux, je dirais que c'est au moins aussi ambitieux que le PNSE 4. Effectivement, donc nous avons des actions de deux types, principalement donc actions de plaidoyer, de sensibilisation, d'information des publics. Donc ces deux volets en fait qui sont à la fois donc tout ce qui fait notamment depuis 12 ans notre participation aux travaux des PNSE. Et puis également une dimension très forte au niveau européen, puisque nous le savons, beaucoup de thématiques en fait qui sont incluses dans ce PNSE, qui est un document mixte, sont en fait souvent également tributaires d'actions réglementaires au niveau européen. Bien sûr. Donc voilà, c'est donc le travail que nous menons à la fois sur le terrain et en direction donc des pouvoirs publics et également du secteur privé, donc bien sûr, puisque notre souhait est de dialoguer avec l'ensemble des acteurs pour évidemment faire bouger les choses vers une meilleure santé de l'ensemble de la population. Alors, je sais que vous avez été étroitement associée à l'élaboration du PNSE 4, puisque en fait, nous sommes toutes les deux membres du GSE et nous étions dans le même sous-groupe de travail animé par Franceline Marano. Quel regard est-ce que vous portez sur l'élaboration de ce PNSE 4 et puis est-ce que vous êtes optimiste sur les ambitions portées par ce nouveau plan ? Alors, je vais peut-être m'inscrire un peu en retrait par rapport à l'enthousiasme partagé par les interlocuteurs précédents concernant le PNSE 4. Je me suis permis de reconsulter le premier PNSE, puisque le titre de notre journée est « Des paroles aux actes ». C'est un slogan qui plaît beaucoup aux ONG, puisque très souvent, nous faisons des communiqués demandant donc, le temps de l'action, etc. Et j'ai remarqué que dans le premier PNSE, l'un des objectifs était de prévenir les pathologies environnementales, dont les cancers, ou qu'on avait par exemple l'idée de protéger les populations sensibles. Donc c'est vrai qu'on avait ici une terminologie forte et très simple à comprendre. Et on a avec le PNSE 4, mais c'est depuis les derniers PNSE également, on a glissé vers des terminologies assez complexes comparé à ce qui se faisait précédemment. Donc il y a peut-être une première chose, c'est qu'effectivement c'est complexe un PNSE, mais en termes de si on veut se l'approprier et permettre à l'ensemble des acteurs de se l'approprier, il faut des termes clairs et simples, et donc des termes comme l'exposome, la notion d'une seule santé, etc. sont peut-être parfois un peu éloignés de ce qui peut être compris par le grand public. Ensuite, ce qui me paraît important... Pardon. Guillaume, un message qui doit être porté par les agences, beaucoup. Effectivement, il y a un sujet de vulgarisation de ces matières qui sont assez complexes. Moi-même, je suis juriste et donc il y a tout un background scientifique qu'il a fallu que j'acquière au fur et à mesure pour mieux comprendre les sujets. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet majeur qui est de vulgariser parce que ce qu'on veut toucher en définitive, ce sont les citoyens. Donc merci de le souligner, Elisabeth. Voilà. Ensuite, moi, j'ai fait, donc si vous voulez, j'avais envie de vous dire un peu ce que serait un PNSE idéal de la part d'une ONG, et ensuite de vous présenter un peu ce que je vois dans le PNSE, qui est positif bien sûr, et ce qui pourrait être encore amélioré. Je sais qu'il est un peu tard puisque maintenant le plan est publié, mais la mise en œuvre permet toujours parfois de corriger des petites choses, d'ajuster. Donc j'ai toujours un espoir, je reste optimiste. Voilà. Donc au niveau du PNSE idéal pour une ONG comme WECF, donc il y a des mots-clés qu'on a évidemment, donc la prévention, donc c'est prévenir à la source les expositions dont on connaît la dangerosité. Donc en 2020,
terrain, certes, même si les connaissances doivent encore progresser, on a tout de même, de par les agences qui sont très nombreuses, les instituts, etc., que ce soit Santé publique France, l'ANSES, l'INERIS, l'INRS, le CNRS, l'INSERM, je ne sais, nous avons vraiment une profusion d'informations qui vont quand même beaucoup dans un même sens, montrer donc l'importance de réduire l'ensemble des expositions environnementales qui peuvent affecter la santé, donc des humains et également des écosystèmes. Donc ça, c'est la prévention. Le volet, évidemment, voisin, c'est la précaution, puisque nous sommes une ONG, nous connaissons, et en tant que juriste d'autant plus, la valeur du principe de précaution, qui est constitutionnel et qui permet donc d'éviter en fait des dommages irréversibles et graves dont la survenue est incertaine. Donc nous, on insiste beaucoup sur cette dimension de précaution pour éviter en fait des coûts à la société, que ce soit des coûts sanitaires, des coûts économiques, des coûts de tout type qui finalement vont peser pendant des décennies et parfois pendant des centaines d'années. Nous avons des exemples très variés tels que l'amiante notamment. Le troisième mot-clé pour nous, c'est la substitution qui va avec l'éco-conception. Ouais. Donc nous faisons beaucoup aussi d'événements pour valoriser les bonnes pratiques, les approches innovantes et notamment aussi au niveau européen, puisque nous ne sommes pas seulement en France. Nous invitons régulièrement des interlocuteurs à la fois venus d'outre-Atlantique, d'outre-Rhin ou autres, et nous avons donc des échanges très riches avec ces acteurs. Et puis une dernière chose, c'est la rémédiation, c'est-à-dire corriger les choses, c'est-à-dire dépolluer lorsqu'on peut, évidemment, puisque pour la Terre étant finie, nous savons tous que les pollutions ne disparaissent pas. Nous le voyons notamment avec l'exemple des déchets qui malheureusement bien souvent finissent dans des pays qui n'ont pas la capacité de les gérer. Et nous avons donc deux points transversaux qui nous paraissent essentiels, c'est protéger les populations sensibles, donc au premier chef les femmes enceintes et les jeunes enfants, j'en dirai un mot dans le deuxième temps prévu, et puis la question des inégalités environnementales, sociales, de santé, qui sont d'ailleurs pour le coup un point très positif, puisque dans le PNSE 4, c'est tout à fait pris en compte. Alors effectivement, peut-être qu'il serait bon de rappeler pour l'ensemble de nos interlocuteurs que, en fait, en matière de santé environnementale, donc nous sommes tous soumis à des expositions, en particulier des expositions chimiques extrêmement nombreuses, et nous allons être affectés par ces expositions de manière différente dans les temps de la vie dans lesquels nous sommes. Et le temps le plus important qui a été souligné par la députée Elisabeth Houty-Picard, c'est effectivement ces 1000 premiers jours. Donc vous vous attachez à porter une attention particulière à la question de l'exposition des femmes enceintes et des jeunes enfants, parce que c'est un temps, une fenêtre d'exposition qui est extrêmement sensible et sur laquelle il faut effectivement porter une attention très forte. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est le moment de parler de ce sujet, puisqu'il me semble qu'il y a un deuxième temps d'échange, mais peut-être que je peux en parler. Moi, j'avais prévu pour l'instant de vous dire donc les points qui me paraissaient très positifs dans le PNSE 4, donc notamment cette dimension d'inégalité, le rôle de l'échelon territorial déjà souligné, mais qui est essentiel pour nous, pour des projets locaux et adaptés en fait aux besoins. Qui mieux que l'acteur de terrain va connaître les besoins et savoir comment mettre en œuvre les choses, évidemment. Donc ça, c'est vraiment des progrès par rapport au PNSE précédent. Le fait de reconnaître en fait l'importance des enjeux. Donc il y a toute une grande introduction dans ce PNSE qui réexplique, qui donne des chiffres et qui replace quand même le contexte, et de renforcer, bien entendu, ça c'est un autre point, la formation. La formation notamment des professionnels de santé et au premier chef les professionnels de la périnatalité, les sages-femmes, etc. Donc là, je suis allée sur le positif. Je vais me permettre quelques petits bémols. Simplement, à la lecture du plan, je laisserai les participants se faire leur avis, bien entendu. De notre côté, nous avons souligné tout de même quelques points qui nous paraissent peut-être en fait à ajuster au niveau de la mise en œuvre. Moi, j'ai toujours espoir qu'on peut progresser, donc je l'espère. Donc je repasse le message. Donc il y a cette histoire de responsabilité individuelle. Certes, la responsabilité individuelle est importante. Elle est complémentaire de la responsabilité collective. Et nous avons un petit bémol sur ce PNSE qui, à notre avis, reporte trop la responsabilité sur l'individu, avec cet objectif d'être acteur de sa santé et de son environnement, qui est louable, mais qui devrait être peut-être plus équilibré. Le deuxième point, c'est le fait que peut-être certaines actions du PNSE reposent trop sur des engagements volontaires,
c'est une façon d'agir, évidemment, en tant que juriste, je le sais bien. Il m'aurait paru peut-être intéressant de renforcer un peu la partie réglementaire. Bien entendu, l'action volontaire des acteurs et notamment des participants que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui dans cet événement est essentielle. Il me semble que parfois, quand l'urgence est là, puisque l'urgence est là, nous l'avons rappelé, il est peut-être intéressant aussi d'avoir des actions, voilà. Peut-être de ce point de vue-là, on peut être quand même garni d'espoir, puisque à l'échelle européenne, la Commission et notamment la présidente portent à travers le Green Deal un focus particulier sur la question des pollutions chimiques, avec une ambition qui paraît merveilleuse, qui est de pollution zéro à l'horizon 2030. Oui. Donc la conjonction de la volonté politique européenne et de la volonté politique française peut-être quand même nous remplir d'espoir. En effet, oui, j'allais y venir sur la question des bonnes pratiques et de l'échelon européen qui peut permettre d'agir de manière encore plus, enfin d'accentuer, puisqu'il faut quand même rappeler que le PNSE est né d'un engagement au niveau de la région Europe de l'OMS. Donc tout seul, on ne peut pas agir. Effectivement, je pensais donc à ce plan d'action zéro pollution et à la stratégie donc pour les produits chimiques et la durabilité en fait de ces questions de produits chimiques. Donc évidemment, le contenu est très ambitieux et nous, en tant qu'ONG, nous sommes ravis de ce contenu, avoir effectivement le pouvoir de l'agence chimique, des différentes agences nationales. Donc j'avais, moi, pour terminer, quelques petits messages à faire passer, donc qui est en fait le rôle d'un secteur industriel en tant qu'acteur complémentaire de ce qui peut être fait au niveau individuel. Donc c'est tout à fait complémentaire. Moi, je ne dissocie pas les deux, mais c'est évidemment indispensable. Donc l'un des mots-clés pour moi, c'est la substitution, puisqu'ici, on est quand même en train de parler notamment de composés chimiques identifiés comme préoccupants, très préoccupants, qu'il s'agisse de composés neurotoxiques, immunotoxiques, allergènes, de perturbateurs endocriniens ou autres. Et il y a une forte demande également du public. Donc le PNSE permet de s'approprier certains de ces aspects précisément. Je pense aux produits biocides sur lesquels je travaille beaucoup aussi au niveau européen. Je pense également à tout ce qui est produits du quotidien utilisés par les enfants. Nous avons publié l'année dernière un rapport sur les crèmes solaires par exemple. Et puis tout récemment, nous avons eu l'exemple de l'alimentation avec le dioxyde de titane et le revirement, disons, de l'EFSA sur sa position sur ce composé. Donc voilà, substituer. Ensuite, la deuxième idée, c'est vraiment ça, c'est associer à la stratégie européenne des produits chimiques et au PNSE 4, c'est sortir de la dépendance en fait du tout chimique préoccupant. On a eu des données qui montraient, Eurostat, c'était assez récent, il y a 3 ans, une très forte dépendance vis-à-vis des produits chimiques dangereux pour la santé ou les écosystèmes. Donc là, il y a vraiment un champ d'action très large et un rôle pionnier évidemment de l'industrie européenne notamment face à des géants industriels mondiaux ou autres. Donc il me semble que là aussi il y a un enjeu fort. Et enfin, le troisième point, c'est donc cette histoire pour moi de remédiation, de dépollution, puisque gérer ce qui est déjà là, je pense notamment tout simplement à un exemple concret et récent, la question des plastiques, qui est devenue vraiment essentielle parce qu'elle nous apparaît maintenant plus visible, d'autant plus quand on voit le nombre de masques jetables anti-Covid qui sont voilà, déversés dans l'environnement. C'est toujours assez... voilà. Très bonne illustration parce que parfois, malheureusement, il y a des contradictions entre différents objectifs. Donc, effectivement, on se munit de masques pour essayer d'enrayer cette crise sanitaire, mais cette production intensive de masques jetables contribue à créer une pollution très, très forte. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à vous. Alors, Dominique Piezardi, merci d'être parmi nous. Vous êtes le directeur général du laboratoire Stellergen Greer. Donc, vous avez été un petit peu interpellé par les propos d'Elisabeth et puis par les propos de Guillaume Boulanger. Je sais que vous êtes un laboratoire très engagé sur ces sujets-là et c'est ce qui explique aussi votre présence parmi nous. Comment est-ce que votre action se situe sur cette thématique de santé environnementale et comment est-ce que vous contribuez à l'avancée de ces sujets? Alors, moi, je vous offre vraiment une prospective. Disons que je viens ici en tant que témoin et acteur d'une population qui est particulièrement impactée par les changements climatiques et la pollution, que sont les patients allergiques et les médecins qui les traitent, les médecins allergologues. Donc, il est clair, je pense que les allergies, c'est la maladie environnementale par excellence. Elles sont en augmentation. La semaine dernière se tenait ici, en connecté, le Congrès français d'allergologie. Et quelques chiffres j'ai notés qui sont impressionnants.
C'est la première affection chronique en Europe. Il y a plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui sont touchées. Autour de cette table, il y a probablement une personne allergique. Oui. Voilà. Je n'avais pas beaucoup de chance de me tromper, puisqu'il y a entre 20 et 30% en fait, de la population qui est allergique. C'est dingue. Et de plus en plus. Ça, et malgré ça, en fait, il y a un niveau de diagnostic et de prise en charge qui est bon en France, hein, je dirais, qui est bon, mais qui reste insuffisant, qu'on peut améliorer. Donc il y a un engagement de toutes les parties qui va dans ce sens. C'est pas une maladie bénigne. Hein, c'est pas le rhume des foins, puisque pour les respiratoires, ce sont des maladies qui peuvent évoluer vers des asthmes graves. Et on meurt encore aujourd'hui, même en France, de crise d'asthme parfois. Donc il y a un lien très net avec l'asthme. C'est une maladie qui affecte de manière assez dramatique la qualité de vie des patients. Je ne parle pas d'allergies très sévères, qu'on va connaître, celle du venin d'hyménoptère, donc guêpes, abeilles, etc., ou les allergies alimentaires dont on parle. Et ce sont celles-ci aujourd'hui qui augmentent en prévalence de manière dramatique. Hein, autant les allergies respiratoires sont arrivées pas à un plateau, mais presque aujourd'hui, c'est ce que j'ai compris la semaine dernière. Et des coûts directs qu'on peut voir assez facilement, je pense, dans les bases de données de santé, mais des coûts indirects aussi très importants. J'ai noté plus de 7 millions de jours d'arrêt maladie par an. C'est colossal. 1 milliard d'euros, c'est colossal. Et vous imaginez, derrière, ça c'est de l'absentéisme, vous avez du présentéisme aussi. C'est très important. Donc, prévalence importante, sévérité aussi qui augmente. Et il y a des liens directs, en fait, pratiquement directs, entre pollution. Les pollens deviennent plus dangereux quand ils sont, mélangés, entre guillemets, avec la pollution. Ouais. Oui, c'est ça, on est associé, on est soumis de manière associée à la pollution et au pollen. Voilà, ça module, en fait, ça modifie la manière avec laquelle nous recevons ces pollens, mais aussi la nature même des pollens. Donc c'est en tant que laboratoire engagé dans ce domaine que je suis parmi vous. Alors évidemment, nous sommes engagés, nous essayons de faire au mieux dans la manière avec laquelle nous faisons les choses, en essayant de déployer des mesures qui minimisent l'impact carbone, etc., etc. Donc on a évidemment, comme beaucoup d'autres entreprises, donc là-dedans on n'est pas, je pense qu'on est, j'espère, spécifique, mais on n'est pas très différent de beaucoup d'autres entreprises, parce que nous sommes engagés là-dessus, mais de manière plus spécifique parce qu'on produit, puisque nous produisons de l'immunothérapie allergénique, donc c'est plus connu sous le nom de désensibilisation, on va dire. Ça agit naturellement sur le cours de la maladie, ça la modifie, en fait ça rééduque le système immunitaire à reconnaître en fait un pollen qui n'est pas une particule ou quelque chose de dangereux pour le corps, mais le corps croit que c'est dangereux, et ça le rééduque, et pour le coup ils font la paix. Et donc on guérit. Donc en ce sens, voilà, c'est le but et l'objectif de ma présence ici, ce témoignage que je porte avec vous, notre engagement. Donc il est dans le développement de ces solutions thérapeutiques. On vient. Donc là, la chance veut que hier nous avons terminé une procédure réglementaire d'approbation d'un nouveau produit, une nouvelle solution thérapeutique pour les patients allergiques, un comprimé pour le traitement contre l'allergie aux acariens. Donc c'est une procédure européenne qui implique 21 pays, très compliqué pour les laboratoires pharmaceutiques. Ça s'est conclu positivement, donc c'est une très bonne nouvelle. Pour la France, il nous faudra encore une petite année de procédure, de prix et de remboursement pour pouvoir l'offrir aux patients pensés. Mais voilà, ça c'est une très belle nouvelle. Donc un traitement qui permet de manière assez simple de se prémunir contre l'allergie aux acariens. Ça va rééduquer votre système immunitaire. Nous avons déjà des solutions qui traitent cette allergie-là. C'est une forme pharmaceutique un peu différente. D'accord. On innove dans ce sens-là. Nous avons des collaborations de recherche un peu dans le monde entier. Nous sommes présents en France et aux États-Unis. Nous avons un modèle de collaboration externe, parce que je pense que c'est un thème aussi important. Les silos à l'intérieur des administrations, à l'intérieur des entreprises, mais aussi les silos entre public et privé. Je pense que ce sont des thématiques, probablement sur lesquelles on peut faire beaucoup de progrès. Et on est évidemment aussi engagé dans l'information et la formation. Bien sûr. Médecins, patients, au travers d'initiatives. Surtout sur des maladies chroniques comme ça, le patient est obligé de comprendre sa maladie et donc l'information sera tout à fait essentielle pour lui. Ça l'est absolument. Et de plus, si vous me permettez, je rajouterais qu'on est des fervents défenseurs de la médecine de précision et personnalisée, et où un des éléments, il y a les 5 P, les 6 P, on rajoute des P en fait. D'accord. Chaque année. Mais c'est l'engagement du patient. Le patient doit être engagé. Donc effectivement, une bonne compréhension par le patient
de sa maladie, de pourquoi il doit se traiter, de l'effet du traitement, ce qui marche et ce qui ne marche pas, c'est crucial pour que la thérapeutique soit efficace, arrive à porter ses fruits. D'accord. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être qu'entre vous... Alors, nous avons reçu une question, mais avant même de la soulever, parce que c'est une question un peu spécifique, peut-être que vous avez envie d'interagir entre vous sur les différentes... Alors, par exemple, Elisabeth Ruffinengo nous a dressé le portrait d'un PNSE4 idéal. Et ce que je positif dans votre propos, c'est qu'effectivement, au niveau de la mise en œuvre du PNSE4, on va pouvoir essayer de tendre vers ces objectifs. La question de la substitution a été beaucoup traitée par les agences. Il y a un guide qui a été mis en place. Donc c'était, il me semble, qui a été travaillé par l'INSERM et auquel étaient associés aussi des représentants de l'industrie pour savoir comment bien substituer, parce que c'est une question qui est absolument majeure. Et l'exemple du distilbène l'exemple du bisphénol A nous a malheureusement démontré que parfois on allait substituer à un produit dangereux, un produit encore plus dangereux. Donc il n'y a absolument aucun bénéfice et au contraire. Donc merci d'avoir soulevé l'importance de ce sujet de la substitution qui est crucial et qui est aussi quand même très difficile parce que pour substituer le bon produit, encore faut-il avoir une masse de connaissances suffisamment précise sur ce bon produit. Comment est-ce que ce sujet est abordé par les agences, Guillaume? Alors, je peux réagir sur ce point-là et puis d'autres points. Oui, aussi, bien sûr. Sur ce point-là, effectivement, c'est une question qui me fait penser à deux injonctions. C'est-à-dire, il y a une question de substituer, parfois quand on a les connaissances rapidement, oui. Et en parallèle de trouver finalement une solution qui soit moins dangereuse et finalement qui implique d'autres considérations en termes de process, techniques, industriels, etc. Donc c'est une question vraiment récurrente et difficile. Néanmoins, effectivement, il y a des urgences, on le voit. Ça me fait penser, j'ai beaucoup travaillé sur l'amiante, où oui. Voilà, c'est un sujet assez emblématique et connu de tous, où il y avait une forte résistance parce que, encore une fois, une question de culture, une question aussi économique, une question de... Et pourtant, de production des matériaux. Exactement. Et pourtant, il faut avoir cette dynamique de tout le temps remettre en cause les produits qui sont utilisés pour voir s'ils sont substituables. Donc, il y a à la fois le temps de connaissances sur ces substances chimiques. Il y a des milliers et des milliers, ça a été dit, 100 000 substances chimiques, et puis beaucoup qui sortent chaque année, qui sont produites chaque année. Et ce temps de production et ce temps, après, de connaissance sur les effets liés à ces produits-là. Donc, une agence, elle se place sur parfois du temps long. Bien sûr. Et c'est ce qui peut paraître aussi frustrant. Il y a des solutions qui sont proposées. À l'ANSES, il y avait un gros travail qui avait été fait sur justement proposer avec des partenariats sur des substitutions possibles, avec des experts du monde industriel ou des experts plutôt du monde technique. À Santé publique France, on est plus dans la surveillance. Donc finalement, on arrive après un temps d'exposition qui peut parfois être plus long, mais on essaie justement avec l'open data et les croisées des données de raccourcir ce temps-là. Effectivement, la question des perturbateurs endocriniens, elle est prégnante pour Santé publique France. Voilà, c'est vraiment de concilier ces deux temps de la connaissance et finalement du remplacement et de la substitution. Je vais finir très rapidement, puisque c'est aussi une question assez emblématique qui est beaucoup discutée dans l'espace public aujourd'hui, c'est la 5G. Ouais. Voilà, alors peut-être c'est pas le lieu, mais la 5G, c'est vraiment caractéristique de ça, où il y a finalement une ambition qui peut s'entendre d'un certain côté politique, économique, et puis, et je comprends, puisque je suis une agence de santé publique, des réflexions qui peuvent être portées sur la connaissance des effets, mais qui se fait dans un autre temps. Et voilà, c'est concilier ces deux temps-là qui sont importants. C'est une très bonne illustration, oui, de la nécessité et la difficulté de concilier ces deux temps. Les perturbateurs endocriniens, les produits chimiques ont été mis un petit peu au centre du débat. Elisabeth Houtu-Picard, est-ce que vous voudriez revenir justement sur un des points du PNSE4 qui est cette notion de toxiscore? Oui. Alors on connaît le Nutri-Score sur nos